Et si je vous disais que signifier les papiers du divorce à votre femme enceinte pourrait être la plus grande erreur de votre vie? James Morrison pensait avoir tout compris. Il quittait sa femme au foyer ordinaire, Victoria, pour une jeune actrice glamour, prête à améliorer sa vie comme s'il échangeait une vieille voiture. Mais voici ce que James ignorait. Sa femme, conservatrice de musée discrète, n'était pas n'importe quelle femme. Elle cachait un secret si énorme qu'il ferait passer son empire technologique de 40 millions de dollars pour de la petite monnaie. Vous voyez, Victoria Sterling Morrison n'était pas l'inconnue qu'il pensait avoir épousée. Elle était l'héritière disparue d'une dynastie sidérurgique de 8,7 milliards de dollars. Et lorsque les papiers du divorce ont atterri sur le comptoir de sa cuisine, ils n'ont pas seulement mis fin à un mariage, ils ont réveillé un géant endormi. Voici l'histoire de ce qui arrive lorsqu'un mari infidèle choisit la mauvaise femme à sous-estimer. Il y est question de fortune cachée, de guerre d'entreprise et de la vengeance la plus satisfaisante que vous ayez jamais entendue. À la fin de ce récit, James Morrison découvrira que certaines femmes ne se contentent pas de se mettre en colère, elles se vengent d'une manière qui changera tout. Alors, attachez vos ceintures, car vous êtes sur le point d'assister à l'erreur de divorce la plus coûteuse de l'histoire. La tasse à café s'est brisée sur le sol de la cuisine, tandis que Victoria Sterling fixait les papiers dans ses mains tremblantes. Le bruit a résonné dans leur maison immaculée de Beverly Hills comme un coup de feu. Des liquides sombres se sont répandus sur le marbre blanc comme du sang renversé. Des papiers de divorce, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement des informations matinales diffusées par la télévision fixée au mur. James Morrison se tenait dans l'embrasure de la porte, ajustant sa cravate en soie italienne avec la même précision froide qu'il utilisait pour licencier ses employés. À 36 ans, il avait toujours la mâchoire carrée et le regard calculateur qui l'avait attiré 5 ans auparavant. Mais aujourd'hui, ses traits semblaient sculptés dans la glace. Je voulais t'en parler, dit-il d'un ton qui suggérait qu'il annonçait un rapport trimestriel plutôt que la fin de leur mariage. Mon avocat m'a conseillé de te signifier officiellement la séparation afin d'éviter toute confusion quant au délai. La main libre de Victoria se posa instinctivement sur son ventre arrondi. Enceinte de 8 mois, elle se sentait vulnérable et exposée dans sa chemise de nuit en coton, tandis qu'il se tenait là, entièrement habillé pour une nouvelle journée de conquête dans le monde de la technologie. Ton avocat, répéta-t-elle lentement. Pas notre avocat, le tien. Eh bien, il est évident que nous aurons besoin de représentants distincts désormais. James contourna prudemment les morceaux de céramique brisés, ses chaussures Armani évitant la tache de café qui s'étalait. J'ai déjà discuté avec Mitchell et ses associés de vos options de règlement. Vous serez bien pourvus, naturellement. La cruauté désinvolte de ces mots la frappa comme un coup physique. 5 ans de mariage, 5 ans à croire qu'elle avait trouvé quelqu'un qui l'aimait pour elle-même plutôt que pour l'argent de sa famille. Et il discutait de son avenir comme d'une transaction commerciale. Quand? Demanda-t-elle. Quand? Quoi? Quand as-tu pris cette décision? Quand as-tu décidé que notre mariage était terminé? James s'arrêta devant l'îlot de cuisine et se servit d'un verre de jus d'orange dans le pichet en cristal qu'elle lui avait offert pour leur 2e anniversaire. Victoria, soyons honnêtes. Nous savons tous les deux depuis des mois que cela ne fonctionne pas. Nous voulons des choses différentes. Tu veux une vie de conte de fées avec une clôture blanche et des dîners en famille. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne mon univers, mes ambitions. Quelqu'un comme Amber Delacroix. Le nom resta suspendu entre eux comme une accusation. La mâchoire de James se crispa de manière presque imperceptible, seul signe que ses paroles avaient atteint leur but. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Les reçus dans la poche de ta veste, les frais d'hôtel sur notre relevé de carte de crédit, le fait que tu travailles tard tous les soirs depuis 3 mois. La voix de Victoria restait calme malgré la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. Je suis enceinte, James, je ne suis pas stupide. Il y eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. Amber comprend l'industrie du divertissement. Elle comprend le réseautage, les apparitions publiques, la pression liée à la construction d'un empire, et moi non. Tu ne l'as jamais compris. Les mots furent prononcés avec une précision chirurgicale, conçue pour blesser profondément. Tu voulais que je sois quelqu'un que je ne suis pas. Un mari de banlieue satisfait d'une vie de classe moyenne. Ce n'est pas qui je suis, Victoria. Je ne le serai jamais.
Victoria fixa l'homme qu'elle avait épousé, cherchant une trace de celui qui lui tenait la main pendant les orages et lui apportait de la soupe quand elle était malade. Il était toujours là quelque part, sous les vêtements coûteux et l'ambition professionnelle, mais il lui semblait désormais étranger. Et le bébé? Nous réglerons les modalités de garde. Une garde partagée à part égale avec des visites supervisées au début, compte tenu de votre état. Ils parlaient comme si leur enfant à naître était un autre bien à partager, comme leur voiture ou leurs meubles. Mon avocat m'assure que tout cela est tout à fait normal. Victoria sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Une certitude grandissante que cette conversation serait un tournant que James ne pouvait même pas imaginer. Elle pensa à l'appel téléphonique qu'elle avait évité de passer pendant 7 ans, au numéro qu'elle avait mémorisé mais jamais composé. Votre état, a-t-elle répété. Vous voulez dire ma grossesse? Je veux dire votre instabilité émotionnelle évidente, vos sautes d'humeur, votre paranoïa à propos d'Amber, la façon dont vous vous êtes isolé de nos amis. Vos amis, vous voulez dire? Ceux qui étaient au courant de votre liaison et qui ne m'ont rien dit. James a fini son jus d'orange et a posé le verre dans l'évier avec un soin délibéré. J'ai un petit déjeuner de travail avec des investisseurs dans 30 minutes. Mon avocat vous contactera pour fixer une date de conciliation. Je vais séjourner au Château Marmont pendant quelques jours, le temps que vous digériez la nouvelle. Il se dirigea vers le couloir puis s'arrêta sans se retourner. Pour ce que ça vaut, Victoria, je t'ai aimé, mais l'amour ne suffit pas pour construire la vie que je souhaite. J'ai besoin d'une partenaire qui complète ma réussite, pas de quelqu'un qui se contente de se cacher du monde. Après son départ, Victoria resta seule dans la cuisine qu'elle avait conçue avec tant d'espoir 2 ans auparavant. La lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres semblait crue et impitoyable, soulignant chaque défaut de leur vie soigneusement construite. Elle se dirigea vers la chambre qu'ils avaient partagée pendant 3 ans. Chaque pas lui semblait être un adieu. Sur sa table de chevet, cachée sous un magazine économique, elle trouva ce qu'elle cherchait. Un string en dentelle noire qui n'était certainement pas à elle. Il portait encore des traces d'un parfum qu'elle ne reconnaissait pas. Une note écrite d'une main féminine y était jointe. Merci pour ce week-end, chérie. J'ai hâte de partir à Cabo le mois prochain. Je t'aime. Un rire monta du fond de la poitrine de Victoria, aigu et amer. Pendant qu'elle planifiait leur chambre d'enfant, James planifiait sa fuite avec sa petite amie actrice de 25 ans. Elle prit son téléphone d'une main ferme et composa le numéro qu'elle gardait en mémoire comme un talisman depuis 7 ans. La sonnerie retentit 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Sterling Steel Industries. Bureau de Margaret Sterling. Patricia, c'est Victoria, dit-elle doucement. J'ai besoin de parler à ma grand-mère, mademoiselle Victoria. Oh mon Dieu, cela fait si longtemps que nous n'avons pas eu de vos nouvelles. Ne quittez pas, ma chère. Je vais la chercher tout de suite. La pause sembla s'étirer à l'infini, chargée du poids des années, des décisions et d'une vie qu'elle avait tant essayé de laisser derrière elle. Lorsque la voix de Margaret Sterling retentit au bout du fil, forte et autoritaire même à 62 ans, Victoria sentit quelque chose se déployer dans sa poitrine comme un drapeau dans le vent. Victoria Catherine Sterling, dit sa grand-mère, et le son de son nom complet prononcé avec une telle autorité la fit se redresser automatiquement. Cela fait 7 ans, je sais, grand-mère, je sais, et maintenant tu m'appelles, ce qui signifie qu'il s'est passé quelque chose. Victoria ferma les yeux et sentit son bébé donner un coup de pied contre ses côtes, comme s'il sentait l'importance du moment. C'est le moment, Margaret, dit-elle simplement. James Morrison n'a aucune idée qu'il vient de déclarer la guerre à la mauvaise famille. Le silence qui suivit était lourd de possibilités. Je prendrai le prochain avion pour Los Angeles, dit finalement Margaret. Et Victoria, oui, bienvenue à la maison, ma chérie. Bienvenue à la maison. Amber Delacroix tournoyait devant les baies vitrées de son appartement de Beverly Hills, sa robe de chambre en soie flottant autour d'elle comme de l'or liquide. Le soleil matinal faisait briller ses mèches blondes soigneusement entretenues, et elle se sentait belle, puissante et totalement victorieuse. À 25 ans, elle avait déjà appris que le timing était essentiel à Hollywood comme en amour. Et aujourd'hui, enfin, le timing était parfait. Les papiers du divorce avaient été signés. James lui avait envoyé un SMS depuis sa voiture. C'est fait. Victoria sait que nous pouvons être ensemble maintenant. Elle prit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le numéro de son agent. Richard, c'est Amber. J'ai une nouvelle qui va tout changer.
James Morrison est en train de divorcer. Le millionnaire de la tech. Amber, ma chérie, c'est le moment idéal. Je viens de raccrocher avec Netflix à propos de cette série romantique. Si tu sors avec Morrison, c'est exactement le genre de relation très médiatisée qui pourrait te faire passer du statut d'actrice secondaire à celui de vedette. Amber sourit en s'admirant dans le mur miroir de son salon. Pas sortir avec Richard. L'épouser une fois le divorce prononcé. Bien sûr. Bon sang, Amber, tu sais quelle est la fortune de Morrison? On parle d'une somme colossale. Des introductions en bourse dans le secteur technologique, des portefeuilles d'investissement, des biens immobiliers dans 3 États. Tu pourrais financer ta propre société de production. Cette pensée la fit frissonner. Elle avait grandi dans un parc de mobile homes à Bakersfield, se battant pour chaque opportunité, chaque audition, chaque chance de prouver qu'elle était plus qu'un simple joli visage rêvant d'Hollywood. James Morrison représentait l'aboutissement de tous les calculs qu'elle avait faits, de toutes les relations qu'elle avait stratégiquement menées. Je sais exactement ce qu'il vaut, dit-elle, et je sais exactement ce que j'apporte. La beauté, la jeunesse, des relations dans le milieu et suffisamment d'ambition pour égaler la sienne. On sonna à la porte et elle se précipita pour aller ouvrir. James se tenait dans le couloir, un sac Louis Vuitton à la main, l'air satisfait d'un homme qui vient de conclure une affaire importante. Bonjour, ma belle, dit-il en la serrant dans ses bras. Comment te sens-tu à l'idée de sortir avec un homme bientôt divorcé? J'ai l'impression que c'est le destin, répondit Amber, sincère. Dans le sac, elle trouva un bracelet de tennis en diamant qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Les pierres reflétaient la lumière comme des étoiles capturées et elle l'attacha autour de son poignet avec des doigts respectueux. James, c'est magnifique, mais tu n'avais pas besoin de m'acheter quoi que ce soit. Tu es tout ce que je veux. Je veux que tout le monde sache ce que tu penses maintenant, dit-il en s'installant sur son canapé en cuir blanc. Plus de cache-cache, plus de week-end secret. Je veux t'emmener à des événements professionnels, te présenter à mes partenaires commerciaux, te montrer comme tu le mérites. Amber se blottit contre lui, la tête posée sur son épaule. Et Victoria? Comment l'a-t-elle pris? Mieux que prévu, honnêtement. Très calme, très posée. Je pense qu'elle s'y attendait. Les doigts de James dessinèrent des motifs sur le bras nu d'Amber. Elle s'en remettra. Victoria a toujours su s'adapter aux circonstances. Et le bébé? Quelque chose passa sur le visage de James, trop rapidement pour qu'Amber puisse l'interpréter. Nous allons régler les modalités de la garde. Un week-end sur 2, les vacances d'été quand l'enfant sera plus grand. Les conditions habituelles d'un divorce. Amber acquiesça, même si elle se demandait en son fort intérieur à quel point les choses pouvaient être standards lorsqu'il s'agissait d'un nouveau-né. Elle repoussa toutefois cette pensée. Victoria Sterling Morrison avait choisi de jouer le rôle d'une épouse et d'une mère de banlieue. Amber avait choisi de former un couple puissant avec l'un des entrepreneurs les plus prospères de Los Angeles. Je veux faire les choses correctement, dit-elle prudemment. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis une briseuse de ménage qui a volé le mari de quelqu'un. Nous devrions peut-être attendre quelques mois avant de rendre notre relation publique. Laissez le divorce faire son chemin. James s'écarta pour la regarder, ses yeux sombres, sérieux. Amber, j'ai attendu 36 ans pour trouver quelqu'un qui comprenne vraiment ma vision. Je ne vais pas attendre plus longtemps. La vie est courte et les opportunités ne durent pas éternellement. Ces paroles la mirent mal à l'aise sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Bien sûr, tu as raison. Je veux juste m'assurer que nous gérons tout parfaitement. Fais-moi confiance, ma chérie. J'ai bâti une entreprise de 40 millions de dollars à partir de rien. Je sais comment gérer les situations compliquées. 40 millions de dollars. Ce chiffre coupait encore le souffle à Amber. À Bakersfield, 40 millions de dollars, c'était l'argent d'un billet de loterie. De l'argent imaginaire, de l'argent qui n'existait que dans les rêves et les films. Mais James en parlait comme s'il s'agissait simplement du résultat naturel de l'intelligence et du travail acharné. « Parle-moi du règlement », dit-elle en se blottissant contre lui. « Victoria va-t-elle se battre pour obtenir la moitié de tes biens? » « Elle peut toujours essayer, » répondit James avec assurance. « Mais j'ai fait rédiger un contrat de mariage en béton par les meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille de Californie. Victoria l'a signé sans même le lire attentivement, si je me souviens bien. Elle était tellement impatiente de m'épouser, tellement convaincue que l'amour triompherait de tout.
Quelque chose dans son ton fit lever les yeux à Amber. Il y avait là une froideur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, une cruauté dédaigneuse qui semblait en contradiction avec l'amant charmant et attentionné qu'elle connaissait. Mais tu l'aimais, n'est-ce pas? Au moins au début. Je pensais que oui, mais avec le recul, je pense que j'étais simplement attiré par sa simplicité. Elle était si différente des femmes avec lesquelles je sortais habituellement. Si simple et authentique. C'était rafraîchissant pendant un certain temps. Et maintenant, je réalise que j'ai besoin de quelqu'un qui puisse égaler mon énergie. Quelqu'un qui veuille construire quelque chose d'extraordinaire avec moi. Victoria voulait se cacher du monde pour prétendre que nous étions des gens ordinaires menant une vie ordinaire. Mais je ne suis pas ordinaire, Amber. Toi non plus. Elle l'embrassa alors, goûtant l'ambition et les possibilités sur ses lèvres. Dehors, Los Angeles s'étendait à perte de vue, une ville de rêve, de seconde chance et de renouveau. Elle était née Amanda Kowalski dans une ville où le plus grand événement était le festival annuel du maïs. Mais elle s'était transformée en Amber Delacroix, actrice et bientôt épouse d'un millionnaire. Je t'aime, murmura-t-elle contre sa bouche. Je t'aime aussi, répondit-il, et je vais te donner tout ce que tu as toujours voulu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Victoria Sterling était assise dans le bureau du Dr. Patricia Williams, essayant de se concentrer sur le rythme régulier des battements du cœur de son bébé, qui remplissait la pièce à travers le haut-parleur de l'échographe. Tout semble parfait, dit le Dr. Williams, son visage aimable marqué par l'inquiétude. Mais je m'inquiète pour votre niveau de stress, Victoria. Les procédures de divorce peuvent être incroyablement difficiles, surtout à ce stade avancé de la grossesse. Tout ira bien, Dr. Williams. En fait, je pense que tout ira même mieux que bien. Je sais que cette situation avec votre mari doit être dévastatrice, mais vous avez un réseau de soutien, n'est-ce pas? Une famille qui peut vous aider à traverser cette épreuve? Victoria sourit pour la première fois depuis des jours, la main posée sur son ventre arrondi. Oui, Dr. Williams, j'ai une famille. Une famille plus grande que James Morrison ne pourrait jamais l'imaginer. Le Dr. Williams imprima les photos de l'échographie et Victoria les rangea soigneusement dans son sac à main à côté de son téléphone. Elle avait des appels à passer, des plans à mettre en œuvre, un héritage à récupérer qu'elle avait passé 7 ans à essayer d'oublier. James Morrison pensait divorcer d'une femme enceinte sans ressources et sans options. Mais il était sur le point de découvrir que Victoria Sterling cachait bien plus que ses sentiments blessés et ses nausées matinales. Elle cachait un empire. Le domaine familial des Sterling, situé dans le quartier de Shadyside à Pittsburgh, avait été construit en 1892 par l'arrière-arrière-grand-père de Victoria, un immigrant écossais qui avait transformé un simple fourneau en troisième empire sidérurgique américain. Les tours néogothiques et la façade en pierre calcaire du manoir avaient été témoins de 5 générations de triomphes et de tragédies, mais aucune n'avait été comparable à celle qui était sur le point de se dérouler. Margaret Sterling se tenait devant les hautes fenêtres de la bibliothèque, regardant la pluie ruisseler sur le verre qui avait été installé avant la Première Guerre mondiale. À 62 ans, elle conservait la prestance qui avait fait d'elle la première femme à diriger avec succès une grande entreprise sidérurgique américaine. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière en un élégant chignon brillant, et elle portait un tailleur en laine anthracite qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Derrière elle, les étagères en acajou de la bibliothèque abritaient des premières éditions et des photographies de familles couvrant plus d'un siècle. Le plus grand portrait représentait Thomas Sterling, le défunt mari de Margaret et grand-père de Victoria, debout à côté du haut fourneau en acier Sterling original en 1958. « Madame Sterling, votre petite fille est arrivée », annonça Patricia, sa secrétaire de longue date, depuis l'embrasure de la porte. Margaret se retourna lorsque Victoria entra dans la bibliothèque et pendant un instant, aucune des deux femmes ne parla. 7 ans s'étaient écoulés depuis que Victoria avait quitté cette même pièce en claquant la porte, déclarant qu'elle en avait fini avec l'entreprise familiale, avec la pression et les attentes, avec le fait d'être une Sterling. Elle se tenait maintenant là, enceinte de 8 mois, les cheveux auburn plus longs que Margaret ne s'en souvenait, vêtue d'une simple robe noire qui ne pouvait cacher ni son état, ni la calme détermination de ses yeux verts. « Victoria Catherine Sterling, » dit finalement Margaret, « tu as l'air fatiguée. »« Je suis fatiguée, grand-mère. Fatiguée de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. »
Et qui prétendais-tu être? Personne. Une femme sans famille, sans histoire, sans pouvoir. La voix de Victoria était calme, mais Margaret pouvait entendre la douleur qui se cachait derrière. Je pensais que si je pouvais être ordinaire, je trouverais peut-être quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis. Il s'avère que les femmes ordinaires sont rejetées aussi facilement que les heiresses. Margaret fit signe à Victoria de s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir disposés près de la cheminée. Assieds-toi, mon enfant. Parle-moi de James Morrison. Victoria s'installa dans le fauteuil préféré de son grand-père, le même où il lui avait appris à lire les rapports financiers lorsqu'elle avait 8 ans. Il est exactement comme on pourrait s'y attendre. Ambitieux, impitoyable, totalement convaincu de sa propre supériorité. Il a bâti Morrison Innovations à partir de rien. Et aujourd'hui, on est même, aujourd'hui, l'entreprise vaut 40 millions de dollars. 40 millions. Le ton de Margaret suggérait qu'elle parlait de petite monnaie, comme ses pittoresques grand-mères. Il m'a remis les papiers du divorce ce matin, alors que je suis enceinte de 8 mois de son enfant. Je vois, et cela te surprend. Victoria ressentit un élan de colère, comme autrefois. Oui, cela me surprend. Je sais que tu n'as jamais approuvé mon mariage, mais je pensais que James m'aimait. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui voulait construire une vie avec moi, et pas seulement m'acquérir comme un autre actif commercial. Margaret se dirigea vers le buffet d'antique et versa 2 verres d'eau minérale, y ajoutant des tranches de citron avec des gestes précis. Victoria, les Carina. Quand tu es parti d'ici il y a 7 ans, tu as dit que le nom Sterling était une malédiction. Tu as dit que tu ne voulais rien avoir à faire avec l'héritage de notre famille. J'avais 22 ans et j'étais idéaliste. Tu avais 22 ans et tu étais naïve. Margaret lui tendit de l'eau et s'installa dans le fauteuil en face d'elle. Tu pensais pouvoir échapper à ce que tu es, à ce que tu représentes. Mais le nom Sterling n'est pas seulement une question d'argent, Victoria. C'est une question de pouvoir, d'influence et de responsabilité. C'est comprendre que dans ce monde, des gens comme James Morrison sont des prédateurs et que les gens comme toi sont soit des proies, soit des prédateurs eux-mêmes. Victoria but une gorgée d'eau, sentant le bébé bouger contre ses côtes. Alors, que suggérez-vous? Que j'utilise l'argent de la famille pour le détruire? Je suggère que vous vous souveniez de qui vous êtes. Margaret prit un dossier en cuir sur la table d'appoint. Savez-vous quel est le chiffre d'affaires annuel actuel de Sterling Steel? Je suis parti depuis 7 ans, grand-mère. Je n'en ai aucune idée. 7 milliards de dollars. Nous contrôlons 30% de la production d'acier américaine, possédons des usines de fabrication dans 12 États et employons plus de 40 000 personnes. Margaret ouvrit le dossier et étala les documents financiers sur la table basse. Nous détenons également des participations importantes dans 3 grandes sociétés d'investissement, 2 compagnies maritimes et un portefeuille immobilier assez impressionnant d'un océan à l'autre. Victoria fixa les chiffres, son esprit peinant et en saisir l'ampleur. Quand elle avait quitté Pittsburgh, Sterling Steel était une entreprise prospère, mais régionale. Ces chiffres représentaient quelque chose de complètement différent. Comment? C'est peut-être ton grand-père qui a fondé cette entreprise, mais j'ai passé les 20 dernières années à la développer. Pendant que tu jouais à la dinette en Californie, je construisais un empire. Le sourire de Margaret était aussi tranchant qu'une lame. Tu pensais vraiment que j'allais laisser l'héritage de Thomas stagner? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi personne ne m'a dit à quel point l'entreprise était devenue grande? Parce que tu as clairement fait savoir que tu ne voulais rien avoir à faire avec nous. Tu as changé de numéro de téléphone, renvoyé nos lettres sans les ouvrir, refusé de prendre mes appels. La voix de Margaret s'adoucit légèrement. J'ai respecté tes souhaits, Victoria, mais je n'ai jamais cessé d'espérer que tu reviendrais à la maison. Victoria sentit les larmes monter et les refoula violemment. J'étais tellement en colère contre toi, contre les attentes de grand-père, contre le monde entier qui pensait que j'allais simplement endosser un rôle que je n'avais jamais choisi. Et maintenant, Victoria baissa les yeux vers son ventre, où son bébé donnait des coups de pied, comme s'il répondait à la conversation. Maintenant, j'ai quelqu'un d'autre à qui penser. Quelqu'un qui mérite mieux que de voir sa mère être jetée comme le journal d'hier. Margaret se pencha en avant, le regard intense. Victoria, je dois te dire quelque chose. Quelque chose qui pourrait changer ton point de vue sur la demande de divorce de ton mari. Que veux-tu dire?
Sterling Steel a discrètement acquis des parts dans Morrison Innovations au cours des 2 dernières années par le biais de sociétés écrans, de fonds d'investissement et de holding. Rien qui puisse être relié à notre nom de famille. Victoria sentit le sang se retirer de son visage. Combien? 41%. Techniquement, nous sommes l'actionnaire majoritaire de la société de ton mari. Le silence qui suivit était assourdissant. Victoria fixa sa grand-mère, comprenant soudainement tout. Tu savais. Tu savais pour la liaison de James, pour le divorce, pour tout. Je savais que James Morrison était le genre d'homme qui finirait par montrer son vrai visage. Je me prépare à ce moment depuis 2 ans. Victoria, le moment où tu aurais besoin du nom Sterling pour te protéger, toi et ton enfant. Mais comment as-tu su pour Amber? Pour les papiers du divorce? Margaret sourit comme un maître d'échecs sourit lorsqu'il déclare échec et mat. Chérie, penses-tu vraiment que j'aurais laissé ma seule petite fille épouser quelqu'un sans avoir mené une enquête approfondie? J'ai fait surveiller James Morrison par des détectives privés depuis le jour où tu as annoncé tes fiançailles. Victoria sentit le monde basculer sous ses pieds. Tout ce qu'elle croyait savoir se réorganisait en un nouveau schéma terrifiant. Tu nous surveilles depuis 5 ans. Je te protège. Il y a une différence. Margaret rassembla les documents financiers dans leur dossier. James Morrison pense qu'il divorce d'une femme enceinte sans défense. Il n'a aucune idée qu'il vient de déclarer la guerre à une famille qui se bat et remporte des batailles depuis avant la naissance de ses arrière-grands-parents. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu rentres à la maison, Victoria. Vraiment à la maison? Je veux que tu prennes ta place en tant qu'héritière et future directrice de Sterling Steel. La voix de Margaret était ferme mais douce. Et je veux que tu montres à James Morrison ce qui arrive exactement quand on sous-estime une femme de la famille Sterling. Victoria se leva prudemment, la main posée sur le bas du dos. À travers les hautes fenêtres de la bibliothèque, elle pouvait voir les lumières de Pittsburgh commencer à scintiller dans le crépuscule naissant. Cette ville avait bâti des empires et les avait détruits, avait forgé l'acier qui avait servi à construire les gratte-ciels et les ponts américains. Je dois passer quelques coups de fil, dit-elle finalement. Bien sûr, Patricia vous a préparé la suite Rose, et le docteur Elizabeth Chen de l'hôpital presbytérien sera là demain matin pour vous examiner, vous et le bébé. Victoria s'arrêta à la porte de la bibliothèque. Grand-mère, quand vous dites que James n'a aucune idée de qui il a déclaré la guerre, que voulez-vous dire exactement? Le sourire de Margaret Sterling était assez tranchant pour couper du verre. Je veux dire, ma chère enfant, que demain matin, James Morrison va découvrir que sa femme n'est pas la personne insignifiante qu'il croyait avoir épousée. Et quand nous en aurons fini, il regrettera de ne pas t'avoir témoigné le respect que tu méritais. Alors que Victoria montait l'escalier en colimaçon de la demeure pour rejoindre la chambre de son enfance, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 7 ans, le poids et la puissance de son nom de famille qui s'installèrent sur ses épaules comme une armure. James Morrison avait commis l'erreur de sa vie. Il ne le savait tout simplement pas encore. Victoria retourna à la maison de Beverly Hills qu'elle avait partagée avec James, sachant que ce serait pour la dernière fois. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres qu'elle avait autrefois considérées comme son foyer, mais désormais cet espace lui semblait être le décor de la vie de quelqu'un d'autre. James était dans la chambre principale, rangeant méthodiquement ses costumes italiens dans des valises en cuir. Il avait toujours été précis dans tout ce qu'il faisait, et même son départ était exécuté avec une efficacité digne d'une entreprise. « Tu es de retour tôt », dit-il sans lever les yeux. « Je pensais que tu voudrais éviter cette partie. J'avais besoin de récupérer quelques affaires. » Victoria se dirigea vers sa commode et sortit les affaires dont elle aurait besoin pour son séjour à Pittsburgh. « Quand auras-tu fini ici? » « Cet après-midi, je prends la plupart de mes vêtements et effets personnels. Il est évident que la maison devra être vendue dans le cadre du règlement. Tu devrais donc commencer à réfléchir à l'endroit où tu aimerais vivre après la naissance du bébé. » La désinvolture avec laquelle il parlait de démanteler leur vie commune serra la poitrine de Victoria. Mais elle garda une voix calme. « J'ai déjà pris des dispositions. »« Bien. Je suis content que tu sois pragmatique à ce sujet. » James plia une chemise avec le même soin qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Il repassait les manches avec précision. « Mon avocat te contactera pour fixer une date pour la conférence de règlement. Je pense que tu trouveras que je suis très généreux. Compte tenu de la situation? » « Compte tenu de quoi? »
compte tenu du fait que tu n'as rien apporté à ce mariage à part toi-même. Ces mots furent prononcés sans malice. Dans l'esprit de James, il s'agissait simplement d'un constat. J'ai construit tout ce que nous avons, Victoria. La maison, les voitures, notre style de vie. Tu n'as fait que profiter du voyage. Victoria sentit un frisson lui parcourir l'estomac, mais elle continua à faire ses valises. Je vois. Je n'essaie pas d'être cruel, mais nous connaissons tous les deux la réalité. Tu n'as aucun revenu, aucun bien à toi, aucune fortune familiale sur laquelle te reposer. Le contrat prénuptial que tu as signé nous protège tous les deux contre des demandes irréalistes. Il se dirigea vers sa table de chevet et rassembla ses montres et ses boutons de manchette de luxe. Victoria le regarda ranger la Rolex qu'elle lui avait offerte pour leur premier anniversaire, celle qu'elle avait économisée pendant 6 mois pour pouvoir s'offrir en vendant les bijoux que sa grand-mère lui avait donnés lorsqu'elle était adolescente. James, je peux te poser une question? Bien sûr. Quand l'as-tu su? Quand as-tu su que notre mariage était fini? Il s'arrêta, une montre en platine à mi-chemin de sa valise. Honnêtement, il y a environ 1 an, peut-être plus. Tu as commencé à parler de vouloir avoir des enfants, de vouloir ralentir, de vouloir que je passe plus de temps à la maison. Il est devenu évident que nous voulions des choses fondamentalement différentes. Tu as donc décidé de trouver quelqu'un qui voulait les mêmes choses que toi. J'ai décidé d'être honnête sur qui je suis au lieu de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Le ton de James suggérait qu'il considérait cela comme une conscience de soi admirable. Amber comprend mes ambitions. Elle veut construire quelque chose d'extraordinaire avec moi et non se réfugier dans la médiocrité domestique. La sonnette retentit et Victoria entendit des pas familiers dans le hall d'entrée. Rebecca Hayes apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre, le visage orageux. « James Morrison, vous êtes incroyable », annonça Rebecca sans préambule. Elle avait l'âge de Victoria, mais se comportait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa valeur. Brune aux yeux féroces, elle était la meilleure amie de Victoria depuis l'université. « Rebecca, c'est une conversation privée », répondit James froidement. « Plus maintenant. » Rebecca croisa les bras et le fixa d'un regard qui avait déjà fait trembler des dirigeants d'entreprise et des agents hollywoodiens. « Je voulais juste voir de mes propres yeux à quoi ressemble un homme qui remet les papiers du divorce à sa femme enceinte de 8 mois. Cette situation est plus compliquée que tu ne le penses. Oh, je comprends parfaitement. Tu as trouvé une femme plus jeune qui flatte mieux ton ego et tu as décidé de changer de partenaire. Le fait que ta femme soit sur le point de donner naissance à ton enfant n'est qu'un détail gênant. » James ferma sa valise d'un clic sec. « Victoria et moi nous sommes éloignés l'un de l'autre. Cela arrive dans les mariages. Nous gérons cela de la manière la plus mature possible. » « De manière mature? » La voix de Rebecca monta d'une octave. « Tu abandonnes une femme enceinte pour une actrice qui a la moitié de ton âge. Il n'y a rien de mature là-dedans, James. C'est juste de l'égoïsme avec des avocats coûteux. » Victoria observait l'échange avec une fascination grandissante. Pendant 5 ans, elle avait essayé de maintenir la paix entre son mari et sa meilleure amie, adoucissant les angles vifs de Rebecca et excusant la froideur de James. Maintenant, elle se demandait pourquoi elle s'était donné cette peine. « Rebecca, ça va, » dit-elle doucement. « James a fait son choix. Nous devons tous vivre avec les conséquences. »« Non, ça ne va pas, Vic. Tu ne peux pas simplement... » Rebecca s'interrompit au milieu de sa phrase, étudiant le visage de Victoria. « Attends, quelque chose a changé. Tu as l'air différente. Je suis enceinte de 8 mois et je divorce. Bien sûr que j'ai l'air différente. Non, c'est autre chose. » Rebecca pencha la tête comme elle le faisait lorsqu'elle réfléchissait à un problème complexe pour son agence de marketing. « Tu as l'air, je ne sais pas, plus forte en quelque sorte. » James souleva ses valises et se dirigea vers la porte. « Je serai au château Marmont si tu as besoin de me joindre pour quelque chose d'urgent. Sinon, toutes les communications devront passer par mon avocat. » Après son départ, Rebecca aida Victoria à mettre ses vêtements de maternité et ses effets personnels dans sa valise. « Allez, raconte. Où vas-tu? Et pourquoi as-tu l'air de t'être souvenu de quelque chose d'important? » Victoria s'assit sur le bord du lit qu'elles avaient partagé pendant 3 ans, les mains posées sur son ventre. « Rebecca, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. »« Quoi? Je ne m'appelle pas vraiment Victoria Sterling Morrison. Je m'appelle Victoria Catherine Sterling. Je ne comprends pas la différence. » Victoria prit une profonde inspiration. «
Sterling Steel Industries. Tu en as entendu parler? La société sidérurgique? Oui, c'est une grande entreprise. Ils sponsorisent l'orchestre symphonique de Pittsburgh. Leur nom figure sur la moitié des bâtiments du centre-ville. Rebecca écarquilla les yeux. Attends, Sterling, ton nom de jeune fille est Sterling. Mon grand-père s'appelait Thomas Sterling. Il a créé Sterling Steel à partir de rien et en a fait l'une des plus grandes entreprises manufacturières des États-Unis. Ma grand-mère Margaret la dirige depuis sa mort il y a 15 ans. Rebecca la fixa longuement du regard. Tu es en train de me dire que tu es riche? Je te dis que ma famille est riche. Extrêmement riche. 8 à 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Riche? Bon sang, Victoria. 8 milliards. Rebecca s'effondra dans le fauteuil rembourré de la chambre. Et tu ne m'as jamais rien dit en 10 ans d'amitié? Tu n'as jamais mentionné que ta famille possédait une entreprise de Fortune 500. Je me suis enfui loin de tout ça quand j'avais 22 ans. Je voulais tracer ma propre voie, trouver quelqu'un qui m'aimerait pour moi-même, pas pour l'argent de ma famille. Donc tu as menti à James sur tes origines. J'ai omis la vérité. Je lui ai dit que ma famille était dans les affaires, que nous étions en froid, que je ne voulais pas en parler. Il n'a jamais insisté pour avoir plus de détails. Rebecca resta silencieuse pendant plusieurs minutes, digérant cette révélation. Finalement, elle a levé les yeux avec une expression que Victoria n'arrivait pas à déchiffrer. Il n'en a aucune idée, n'est-ce que pas? James n'a aucune idée de la personne dont il divorce. Absolument aucune. Bon sang, Vic. Bon sang, Rebecca s'est mise à rire, un rire entre l'hystérie et la joie pure. Il pense se débarrasser d'une femme au foyer sans défense, mais il est en fait sur le point de partir en guerre contre une dynastie industrielle. Victoria sourit pour la première fois depuis des jours. Quelque chose comme ça. Que vas-tu faire? Je rentre chez moi à Pittsburgh. Je vais avoir mon bébé entouré d'une famille qui nous veut tous les deux. Et je vais montrer à James Morrison ce qui arrive quand on sous-estime une femme Sterling. Rebecca se leva brusquement. Je viens avec toi. Rebecca, tu ne peux pas. Bien sûr que je peux. Tu es sur le point de mener une guerre commerciale contre ton ex-mari narcissique et tu penses que je vais rater ça? J'ai attendu 10 ans pour voir quelqu'un remettre James Morrison à sa place. Victoria sentit les larmes lui monter aux yeux, mais celles-ci étaient différentes de celles qu'elle avait versées ce matin-là. C'étaient des larmes de gratitude et de soulagement, et quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir. Il a épousé une inconnue, dit-elle doucement, reprenant les mots de sa grand-mère. Mais il divorce d'une Sterling. Alors qu'elle finissait de faire leur valise, Victoria aperçut son reflet dans le miroir de la chambre. Rebecca avait raison. Quelque chose avait changé dans son visage. L'incertitude et le doute qui l'avaient habillé pendant 7 ans avaient disparu, remplacés par quelque chose de plus vif et de plus déterminé. James Morrison pensait s'être débarrassé d'un fardeau. Au lieu de cela, il avait réveillé une dynastie. Le siège social de Sterling Steel Industries occupait 4 pâtés de maisons du centre-ville de Pittsburgh, témoignage éclatant de la puissance industrielle américaine. La structure originale des années 1920 avait été agrandie au fil des décennies, mais Margaret Sterling avait insisté pour conserver le hall d'entrée Art déco avec ses plafonds vertigineux et ses fresques murales illustrant l'âge héroïque de la production sidérurgique. Victoria se tenait dans ce hall pour la première fois depuis 7 ans, sentant le poids de l'histoire et des attentes pesées sur ses épaules. Les employés passaient précipitamment, certains la regardant à 2 fois lorsqu'ils reconnaissaient son visage sur d'anciens bulletins d'information de l'entreprise et des photos de famille qui étaient toujours accrochées dans les couloirs de la direction. Mlle Sterling, une jeune femme vêtue d'un tailleur impeccable, s'approcha, visiblement nerveuse. « Je suis Jennifer Walsh, la nouvelle assistante de Mme Sterling. Vous attend dans la salle de réunion. » Le trajet en ascenseur jusqu'au 50e étage lui sembla à la fois interminable et instantané. Le reflet de Victoria la regardait depuis les portes en acier poli et elle avait du mal à se reconnaître. La jeune femme incertaine, qui avait fui Pittsburgh 7 ans auparavant, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui semblait capable d'inspirer autant le respect que la crainte. La salle du conseil d'administration n'avait pas changé depuis l'enfance de Victoria. La même table massive en acajou, les mêmes fauteuils en cuir, les mêmes peintures à l'huile représentant les patriarches Sterling veillant sur les batailles modernes de l'entreprise. Mais il y avait désormais des ajouts.
des photographies encadrées de Margaret recevant des prix industriels, des cérémonies d'inauguration de nouvelles installations, des accords conclus d'une poignée de main valant des centaines de millions de dollars. Margaret Sterling était assise en bout de table, des lunettes de lecture perchées sur le nez et en train d'examiner des documents. David Harrison, l'avocat de la famille, occupait le fauteuil à sa droite, entouré de dossiers juridiques et de fichiers qui contenaient probablement suffisamment d'informations pour détruire ou créer des fortunes. Victoria, dit Margaret sans lever les yeux. Tu tombes à pic. David était en train d'expliquer la situation financière actuelle de Morrison Innovation. David Harrison était l'avocat de la famille Sterling depuis 20 ans. C'était un homme à la voix douce dont l'apparence modeste dissimulait l'un des esprits juridiques les plus brillants de Pennsylvanie. Il avait guidé la famille à travers des tentatives de prise de contrôle hostiles, des procès environnementaux et des conflits du travail avec la même compétence et le même calme. Victoria, félicitations pour votre mariage, dit-il avec une douce ironie, même si je soupçonne que ces félicitations sont prématurées. Qu'avez-vous découvert, David? Il ouvrit le dossier devant lui. Morrison Innovations est une entreprise impressionnante pour une société que James a créée à partir de rien, mais elle est également très vulnérable. 70% de ses revenus proviennent de 3 contrats majeurs, qui doivent tous être renouvelés dans les 18 prochains mois. Son ratio d'endettement suggère qu'elle a connu une croissance plus rapide que ne le permet son flux de trésorerie. Et le plus intéressant de tout, c'est que James a utilisé les fonds de l'entreprise pour financer son style de vie plutôt coûteux. Victoria ressentit un élan d'incertitude. Est-ce illégal? Pas nécessairement si cela est correctement documenté comme une rémunération de cadre ou des dépenses professionnelles légitimes. Mais James a fait preuve de créativité dans sa comptabilité. Les voyages en jet privé avec Mademoiselle Delacroix ont été comptabilisés comme du développement commercial. Les achats de bijoux ont été classés comme des cadeaux à des clients. Les suites d'hôtels ont été répertoriées comme des logements d'entreprise temporaires. Margaret leva les yeux de ces documents. En d'autres termes, votre mari a traité son entreprise comme une tirelire personnelle, ce qui renforce considérablement notre position. Je ne comprends pas. David se pencha en avant. Victoria, lorsque vous avez signé ce contrat prénuptial, vous agissiez vraisemblablement en tant que Victoria Sterling, citoyenne privée disposant d'un patrimoine modeste. Mais Victoria Sterling, héritière de la fortune Sterling Steel, n'a jamais donné son consentement. Le contrat prénuptial repose sur une représentation frauduleuse de votre situation financière. Les implications frappèrent Victoria comme un coup physique. Vous voulez dire que le contrat de mariage n'est pas valide? Plus que cela, dit Margaret en posant ses lunettes de lecture. Cela signifie que James a conclu un contrat de mariage sous de faux prétextes. Il croyait épouser une personne sans fortune ni relation familiale importante. Le contrat de mariage avait pour but de protéger sa fortune contre une croqueuse de diamants. Au lieu de cela, il a épousé une personne dont la famille pouvait acheter toute son entreprise avec de la petite monnaie. Victoria s'enfonça dans l'un des fauteuils en cuir, l'esprit en ébullition. Mais j'ai choisi de ne pas lui parler de mes origines. Cela ne me rend-il pas tout aussi responsable? Légalement? Non, répondit David. Vous n'étiez pas tenu de divulguer la fortune de votre famille avant le mariage, sauf si on vous le demande expressément. James n'a jamais enquêté suffisamment sur vos origines pour découvrir vos relations familiales. C'est une négligence de sa part, pas une tromperie de votre part. De plus, ajouta Margaret avec satisfaction, nous avons découvert des détails plutôt intéressants sur la relation de James avec Mademoiselle Delacroix. Il semble que leur liaison ait commencé peu après votre premier anniversaire de mariage, et non il y a 3 mois comme il l'a prétendu. Victoria sentit son cœur se serrer. Comment le savez-vous? Les registres d'hôtel, les relevés de cartes de crédit, les journaux de SMS. James a été remarquablement négligent dans la dissimulation de ses traces. Le sourire de Margaret était assez tranchant pour couper. Je crois que le terme juridique approprié est adultère avec dissipation financière des biens matrimoniaux. David acquiesça. En Californie, cela a un impact significatif sur les accords de divorce. James a utilisé les biens communs pour financer sa liaison, ce qui vous donne le droit de demander un remboursement et des dommages-intérêts punitifs. Victoria regarda autour d'elle les portraits de ses ancêtres qui avaient bâti un empire à partir de rien, qui avaient survécu à la Grande Dépression, à 2 guerres mondiales et à d'innombrables batailles commerciales. Elle repensa à la cruauté désinvolte de James ce matin-là,
à son hypothèse selon laquelle elle n'avait ni ressources ni options. Et Morrison Innovations? Vous avez dit que nous en détenions 41%. Oui, par le biais de diverses sociétés écrans et fonds d'investissement. James n'a aucune idée que son actionnaire majoritaire est la grand-mère de sa femme arrangée. Margaret rassembla ses documents, ce qui nous amène à notre prochain point de décision, Victoria. Que voulez-vous accomplir exactement ici? Je veux que mon enfant soit pris en charge. Je veux que James comprenne que ses actions ont des conséquences. Et je veux qu'il sache exactement qui il a sous-estimé. En d'autres termes, vous voulez vous venger. Victoria réfléchit au mot justice. Je veux que justice soit faite. Margaret se leva et se dirigea vers les baies vitrées qui offraient une vue panoramique sur Pittsburgh et les trois fleuves qui avaient fait la fortune de la ville. Victoria, nous pouvons procéder de plusieurs manières. Nous pouvons révéler les irrégularités financières de James et pousser Morrison Innovation à la faillite. Nous pouvons utiliser notre position boursière pour le destituer de son poste de PDG et installer notre propre équipe de direction. Nous pouvons le traîner dans des années de litiges coûteux qui lui feront perdre tout ce qu'il a construit. Ou nous pouvons lui offrir une chance de se retirer avec élégance, racheter ses actions restantes à leur juste valeur marchande, en Chine, lui permettre de sauver la face, lui donner assez d'argent pour recommencer ailleurs. Margaret se retourna vers sa petite fille. Le choix t'appartient, Victoria, mais n'oublie pas que quoi que nous fassions, cela affectera également ton enfant. James Morrison est peut-être un mari infidèle, mais il reste le père de ton bébé. Victoria sentit son bébé donner un coup de pied contre ses côtes, comme s'il réagissait à la mention de son père. Elle pensa à la vie qu'elle avait planifiée, au rêve de banlieue pour lequel elle avait été prête à sacrifier l'héritage familial. Rien de tout cela n'avait été réel. James ne l'avait jamais aimé comme elle l'aimait. Mais elle pouvait s'assurer que leur enfant ne souffrirait jamais des erreurs de ses parents. Je veux qu'il sache, dit-elle finalement. Je veux que James comprenne exactement qui il a épousé et ce qu'il a perdu. Mais je ne veux pas le détruire. Je veux qu'il choisisse son propre destin. Le sourire de Margaret suggérait qu'elle s'attendait exactement à cette réponse. David, préparez une offre d'achat des actions restantes de James Morrison dans Morrison Innovations, à leur juste valeur marchande, sans pénalité, sans hurts, et s'il refuse, nous montrerons à M. Morrison ce qui arrive quand on déclare la guerre à une famille qui remporte des victoires depuis plus d'un siècle. En quittant le siège social de Sterling Steel cet après-midi-là, Victoria ressentit un étrange sentiment d'accomplissement. Pendant 7 ans, elle avait essayé d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Maintenant, enfin, elle retrouvait son identité. James Morrison avait voulu divorcer d'une inconnue. Au lieu de cela, il était sur le point de négocier avec une dynastie. James Morrison se tenait dans son bureau d'angle chez Morrison Innovations, fixant le document juridique qui venait de détruire son monde soigneusement ordonné. La lettre provenait de Blackstone Pearson Associates, l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus prestigieux de Pittsburgh, et son contenu était à la fois impossible et terrifiant. Marcus relit ça, dit-il à son associé, assis en face de lui à son bureau en acajou, l'air tout aussi stupéfait. Marcus Reed avait été le colocataire de James à l'université, son témoin de mariage et la seule personne à avoir cru en Morrison Innovations, alors que ce n'était qu'une idée griffonnée sur une serviette en papier. À 38 ans, il possédait un tempérament stable qui compensait les ambitions plus volatiles de James. Il est écrit que Sterling Steel Industries fait une offre d'achat de Morrison Innovations par le biais d'une acquisition privée. Lut lentement Marcus. Toutes les actions en circulation, y compris les vôtres. La juste valeur marchande est sourcée sur une évaluation par un tiers. Sterling Steel, répéta James. Je n'en ai jamais entendu parler. Moi, oui. Marcus posa le document et prit son ordinateur portable. C'est une énorme entreprise, James, du niveau du Fortune 500, production d'acier, fabrication, construction industrielle, basée à Pittsburgh. Pourquoi une entreprise sidérurgique voudrait-elle acheter une entreprise technologique? Diversification, expansion du marché. Qui sait pourquoi les milliardaires font ce qu'ils font? Marcus ouvrit le site web de Sterling Steel et les deux hommes regardèrent la présentation de l'entreprise. Bon sang, James, regarde ces chiffres. 8,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, des installations dans 12 États, 40 000 employés. James sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Il doit y avoir une erreur.
Pourquoi une entreprise de cette telle connaîtrait-elle notre existence? Parce que quelqu'un leur a dit que nous existions. Marcus se cala dans son fauteuil, l'air pensif. James, ce n'est pas une offre d'acquisition aléatoire. Elle est ciblée, spécifique et tombe à point nommé avec votre procédure de divorce. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent et de relations importantes veut acheter votre entreprise dès maintenant. Les implications frappèrent James comme un coup physique. Vous pensez que Victoria est derrière tout ça? Je pense que Victoria Sterling Morrison a un nom de jeune fille très intéressant et je pense que vous devriez le rechercher sur Google avant de faire des suppositions sur les ressources de votre femme. James se tourna vers son ordinateur et tapa Victoria Sterling. Or Sterling dans le moteur de recherche. Le premier résultat le fit trembler. Sterling Steel Harris revient à Pittsburgh après 7 ans d'absence. La photo qui accompagnait l'article montrait Victoria lors d'un gala de charité, vêtue d'une élégante robe noire, Dior, debout à côté d'une femme plus âgée identifiée comme Margaret Sterling, PDG et présidente de Sterling Steel Industries. Victoria semblait confiante, sûre d'elle, et complètement différente de la femme enceinte incertaine à qui il avait remis les papiers du divorce 2 jours auparavant. C'est l'héritière de Sterling Steel, murmura-t-il. Marcus se pencha pour lire l'article. Bon sang, James, bon sang. Tu as épousé la petite fille de Thomas Sterling, l'homme qui a bâti l'un des plus grands empires industriels américains, et tu lui as remis les papiers du divorce alors qu'elle était enceinte de 8 mois. James fit défiler d'autres résultats de recherche, trouvant des articles sur le grand-père de Victoria, les réalisations professionnelles de sa grand-mère, les activités philanthropiques de la famille Sterling. Chaque résultat brossait un tableau d'une richesse et d'un pouvoir dépassant tout ce qu'il avait jamais imaginé. Comment ai-je pu ignorer tout cela? Comment ai-je pu ignorer tout cela? Parce qu'elle ne te l'a pas dit, évidemment. Bon sang, James, réfléchis. Que sais-tu réellement du passé de Victoria, de sa famille, de ses origines? James essaya de se souvenir des conversations qu'ils avaient eues au début de leur relation, mais Victoria avait toujours été vague au sujet de sa famille, affirmant qu'ils étaient un temps froid et qu'elle ne voulait pas en parler. Il avait supposé qu'il s'agissait d'un drame familial classique, rien de plus grave que des conflits de personnalité ou des désaccords politiques. Elle disait que sa famille était dans les affaires, qu'ils ne s'entendaient pas, qu'elle voulait suivre sa propre voie, disait-il chaque semaine. Sa propre voie, n'est-ce que pas? Elle valait des milliards de dollars et avait choisi de travailler comme conservatrice de musée pour 40 000 dollars par an. La voix de Marcus était incrédule. James, elle fuyait son héritage et tu n'as jamais pris la peine de chercher pourquoi. Le téléphone de James sonna et il vit le numéro de son avocat s'afficher. Mitchell, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles. James, il faut qu'on parle immédiatement. Viens à mon bureau et apporte tous les documents financiers que tu as sur Morrison Innovations. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que ta femme vient d'engager David Harrison pour la représenter dans la procédure de divorce. Qui est David Harrison? Le plus cher avocat spécialisé en droit de la famille de Pennsylvanie. L'homme que les entreprises appellent lorsqu'elles sont confrontées à des menaces existentielles. James. Les honoraires de David Harrison coûtent plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Après avoir raccroché, James fixa l'écran de son ordinateur, essayant de comprendre l'ampleur de son erreur de calcul. Il pensait divorcer d'une femme sans ressources et sans pouvoir. Au lieu de cela, il avait déclaré la guerre à la royauté industrielle. « Qu'est-ce que tu vas faire? » demanda Marcus. « Je ne sais pas. Appelez Victoria. Peut-être essayer de lui expliquer qu'il s'agit d'un malentendu. » Marcus lui lança un regard empreint d'une profonde pitié. « James, vous avez signifié les papiers du divorce à votre femme enceinte de 8 mois afin de pouvoir épouser une actrice de 25 ans. Je ne pense pas qu'il y ait de malentendu à clarifier. » L'assistante de James frappa à la porte et entra sans attendre la permission, le visage rouge d'excitation. « Monsieur Morrison, Channel 7 News est en bas. Ils veulent vous interviewer au sujet de votre femme. »« Ma femme, Victoria Sterling. » Apparemment, elle a fait une annonce aujourd'hui concernant son retour dans l'entreprise familiale. Les journalistes parlent du retour de l'enfant prodigue Harris. C'est vrai. Ils veulent en savoir plus sur votre mariage, votre divorce, et savoir si vous allez rejoindre Sterling Steel Industries. James sentit le monde basculer sous ses pieds.
Dites-leur que vous n'avez aucun commentaire à faire. Dites-leur que nous ne sommes pas disponibles pour des interviews. Après le départ de son assistant, Marcus secoua lentement la tête. Vous savez ce qui est vraiment fou? Si vous aviez été un mari décent, vous auriez pu faire partie de l'une des familles les plus riches d'Amérique. Au lieu de cela, vous avez tout gâché pour une actrice qui est probablement déjà en train de planifier sa stratégie de sortie. James pensa à Amber, à son enthousiasme pour son entreprise de 40 millions de dollars, à ses rêves de devenir un couple puissant à Los Angeles. 40 millions de dollars lui avaient semblé une fortune impressionnante lorsqu'il se comparait à d'autres entrepreneurs du secteur technologique. Comparé à 8-7 milliards de dollars, c'était de la petite monnaie. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. James, nous devons parler. Cela ne doit pas nécessairement être une guerre, Victoria. Il fixa le message, se souvenant de la femme qu'il avait épousée 5 ans auparavant. Victoria, calme et réfléchie, qui préférait rester à la maison plutôt que d'assister à des soirées professionnelles. Victoria qui se contentait de leur mode de vie modeste, qui n'avait jamais exigé de bijoux coûteux ou de vacances de luxe. Victoria qui aurait pu acheter et vendre toute son entreprise sans affecter les finances quotidiennes de sa famille. Marcus, je pense avoir commis la plus grande erreur de ma vie. Oui, James, je pense aussi. Dehors, derrière les fenêtres de Morrison Innovation, Los Angeles s'étendait à perte de vue. Une ville bâtie sur les rêves, l'ambition et la quête incessante du toujours plus. James avait passé 15 ans à construire son entreprise, sacrifiant ses relations et son bonheur personnel au profit de la réussite. Il réalisait maintenant que le véritable pouvoir avait toujours été à ses côtés, mais qu'il avait été trop aveugle et arrogant pour le reconnaître. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Amber. James, chérie, je viens de voir les informations. Est-ce vrai? Victoria est-elle vraiment milliardaire? ARS. Il regarda l'offre d'acquisition sur son bureau, les résultats de recherche Google encore affichés sur l'écran de son ordinateur et l'avenir qu'il avait détruit de ses propres mains. Oui, Amber, c'est vrai. Le silence à l'autre bout du fil lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir sur la femme qu'il avait choisie plutôt que sa propre épouse. La salle du conseil d'administration de Sterling Steel avait accueilli des présidents et des premiers ministres, des dirigeants syndicaux et des dignitaires étrangers. Mais Victoria doutait qu'elle ait jamais connu une telle combinaison de tensions, de regrets et de fureur à peine contenue qui remplissait désormais l'espace. À présent, James Morrison était assis en face d'elle, de l'autre côté de la table en acajou poli, flanqué de son avocat, et ressemblait à un homme qui venait de découvrir qu'il avait somnambulé vers une falaise. Il avait perdu du poids au cours des 3 jours qui s'étaient écoulés depuis leur dernière conversation, et son costume coûteux ne pouvait cacher l'épuisement dans ses yeux. Victoria occupait le fauteuil qui avait autrefois appartenu à son grand-père, avec Margaret Sterling à sa droite et David Harrison à sa gauche. Derrière eux, les portraits à l'huile de 5 générations de patriarches Sterling semblaient observer la scène avec un jugement ancestral. Victoria, dit James doucement, sa voix dépourvue de son assurance habituelle, vous avez bonne mine. Merci. Son ton était poli mais distant, comme celui qu'elle aurait utilisé avec une connaissance professionnelle. Je crois comprendre que vous avez reçu notre offre d'acquisition. Oui, oui, en effet. James jeta un coup d'œil autour de la salle de réunion, observant les manifestations évidentes de richesse et de pouvoir. Je dois avouer que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais lorsque vous m'avez dit que nous devions parler. Margaret Sterling prit la parole pour la première fois depuis les présentations. Monsieur Morrison, à quoi vous attendiez-vous exactement? Je m'attendais à rencontrer Victoria dans un café ou dans le bureau d'un avocat. Je m'attendais à discuter des modalités de garde et du partage des biens. Il regarda Victoria droit dans les yeux. Je ne m'attendais pas à découvrir que ma femme est l'héritière d'une des plus grandes fortunes industrielles d'Amérique. Vous êtes une épouse étrangère, corrigea gentiment Victoria. Et je ne suis pas l'héritière, James. Je suis Leigh. Il y a une différence. David Harrison ouvrit le dossier devant lui. Monsieur Morrison, nous sommes prêts à vous faire une offre très généreuse. Sterling Steel rachètera vos 59% restants dans Morrison Innovation à leur juste valeur marchande, basée sur une évaluation indépendante réalisée par un tiers. Vous repartirez avec suffisamment d'argent pour recommencer votre vie où vous le souhaitez. L'avocat de James, un homme nerveux nommé Mitchell,
qui regrettait clairement d'avoir accepté cette affaire, se pencha en avant. Et si M. Morrison refuse votre offre, Sterling Steel exercera ses droits en tant qu'actionnaire majoritaire et restructurera Morrison Innovations conformément à notre vision stratégique, répondit Margaret avec douceur, ce qui pourrait inclure ou non M. Morrison dans un rôle de direction. La menace fut prononcée avec une politesse si élégante qu'il fallut un moment à James pour comprendre pleinement ce qu'il venait d'entendre. Vous dites que vous allez me licencier de ma propre entreprise? Nous disons que nous allons vous licencier de notre entreprise, répondit Victoria. James Morrison Innovations n'est plus votre entreprise depuis 2 ans. Pas depuis que ma famille a commencé à acquérir des actions par le biais de divers véhicules d'investissement. Pourquoi? Le mot sortit brut, dépouillé de tout artifice. Pourquoi m'avez-vous menti pendant 5 ans? Pourquoi avez-vous caché qui vous êtes vraiment? Victoria resta silencieuse pendant un long moment, la main posée sur son ventre arrondi où leur enfant bougeait sans cesse. Parce que je voulais être aimé pour moi-même, pas pour l'argent de ma famille. Parce que j'ai passé 22 ans à voir les gens changer lorsqu'ils apprenaient mon nom de famille. Parce que je voulais croire qu'il existait quelque part dans le monde un homme capable d'aimer la simple Victoria Sterling, et non Heiress Victoria Sterling. Mais tu ne m'as jamais donné la chance de t'aimer pour ce que tu es. Tu as pris cette décision pour nous deux. Vraiment? La voix de Victoria restait calme, mais James pouvait entendre la détermination qui se cachait derrière. Dis-moi, James, si tu avais su que ma famille était riche lorsque nous nous sommes rencontrés, qu'est-ce qui aurait changé? Rien. Tout aurait été exactement pareil, vraiment. Tu n'aurais pas été plus attentionné, plus romantique, plus désireux de me faire plaisir. Victoria se pencha légèrement en avant. Tu n'aurais pas vu des dollars à la place de la femme que tu prétendais aimer. James ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. La vérité était inconfortable, mais indéniable. Connaître l'héritage de Victoria aurait tout changé dans leur relation. Sa conquête aurait été plus agressive, son engagement plus stratégique, toute son approche calculée en fonction de l'accès aux ressources de sa famille. Vous voyez, dit Margaret avec satisfaction, ma petite fille comprend mieux la nature humaine que vous ne le pensiez. Mais me mentir pendant 5 ans, je n'ai jamais menti, l'interrompit Victoria. Je vous ai dit que ma famille était dans les affaires. Je vous ai dit que nous étions en froid. Je vous ai dit que je ne voulais pas en parler. Tout ce que j'ai dit était vrai. David Harrison étala des documents sur la table. Monsieur Morrison, nous avons également découvert des détails intéressants concernant votre gestion financière de Morrison Innovation, des fonds de l'entreprise utilisés à des fins personnelles, une comptabilité créative autour de la rémunération des dirigeants et ce qui semble être une conversion systématique des actifs de l'entreprise pour financer votre train de vie. James sentit son visage rougir. C'était des dépenses professionnelles légitimes. Les voyages en jet privé avec Mademoiselle Delacroix étaient des dépenses professionnelles. Les achats de bijoux étaient des dépenses professionnelles. Les suites d'hôtels pour vos relations extra-conjugales étaient des dépenses professionnelles. David ne haussait jamais le ton, mais chaque question était comme un coup de poing. Je peux vous expliquer. Je n'en doute pas, dit Margaret. La question est de savoir si ces explications satisferont l'Internal Revenue Service, la Securities and Exchange Commission et les divers autres organismes de réglementation qui pourraient s'intéresser à vos pratiques comptables. Le silence qui suivit était assourdissant. James regarda autour de lui dans la salle de réunion les portraits d'hommes qui avaient bâti des empires grâce à leur intelligence et à leur cruauté, la femme qu'il avait épousée et sous-estimée, l'avenir qu'il avait détruit par son arrogance et son infidélité. Victoria, j'ai besoin de te demander quelque chose, dit-il doucement. Tu savais, quand tu m'as épousée, savais-tu que ta famille finirait par racheter mon entreprise? Victoria soutint son regard. Non, James, ma grand-mère a fait ses investissements à mon insu pour me protéger, moi et les enfants que j'aurais pu avoir. Je ne savais pas que Sterling Steel détenait une partie de Morrison Innovations jusqu'à il y a 3 jours. Mais tu l'as appelé. Après que je t'ai remis les papiers du divorce, tu as appelé ta famille à l'aide. Oui, c'est vrai. Après 5 ans passés à essayer d'être la femme que tu voulais, et après 5 ans passés à me rendre plus petite, plus discrète et plus accommodante, je me suis enfin souvenu de qui j'étais vraiment. La voix de Victoria se fit plus forte.
J'ai appelé ma grand-mère parce que tu m'as clairement fait comprendre que tu considérais notre mariage comme une transaction commerciale. J'ai donc décidé de le traiter comme tel. James regarda les documents d'acquisition et les chiffres qui représentaient 15 ans de travail de sa vie. L'offre était équitable, voire généreuse, mais l'accepter signifiait reconnaître que tout ce qu'il avait construit pouvait être acheté et vendu par des personnes qui opéraient à un niveau de richesse et de pouvoir complètement différent. Que deviendra Morrison Innovations si j'accepte votre offre? Elle deviendra une filiale de Sterling Steel Industries, répondit Margaret. Elle conservera le nom Morrison et la structure actuelle de ses employés. Votre entreprise continuera à fonctionner exactement comme elle le fait actuellement, avec un meilleur financement et un accès élargi au marché. Et si je refuse, vous découvrirez ce qui se passe quand quelqu'un qui a 40 millions de dollars essaie de se battre contre quelqu'un qui en a 8 milliards. Le sourire de Margaret était assez tranchant pour couper. James, vous avez joué aux dames pendant que nous jouions aux échecs. Vous pouvez soit accepter notre générosité, soit découvrir à quel point vous êtes dépassé. L'avocat de James lui murmura quelque chose d'urgent à l'oreille, et James acquiesça lentement. J'ai besoin de temps pour réfléchir à votre offre. Bien sûr, répondit Victoria. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais James, oui, notre bébé doit naître dans 3 semaines. Je préférerais que tout soit réglé avant cette date, afin de pouvoir me concentrer sur des choses plus importantes que de réparer les dégâts que vous avez causés dans nos vies. Alors que James et son avocat rassemblaient leurs papiers et se préparaient à partir, Victoria ressentit un étrange sentiment d'accomplissement. Pendant 5 ans, elle avait essayé d'être la femme que James voulait. Maintenant, enfin, il voyait la femme qu'elle avait toujours été au fond d'elle-même. Victoria, dit-il depuis le seuil de la porte, pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu clairement, et je suis désolé d'avoir gâché quelque chose qui aurait pu être extraordinaire. Victoria acquiesça, mais ne répondit pas. Certaines excuses arrivaient trop tard pour avoir de l'importance, et certaines erreurs étaient trop fondamentales pour être pardonnées. Après le départ de James, Margaret se tourna vers sa petite fille avec une fierté évidente. Bien joué, ma chérie. Très bien joué, en effet. Victoria regarda par la fenêtre de la salle de réunion la silhouette de Pittsburgh, la ville qui avait forgé la fortune de sa famille. Grand-mère, pensez-vous que je suis trop dur avec lui? Ma chère enfant, tu es exactement assez dur qu'il faut. James Morrison a fait ses choix et il en subit maintenant les conséquences. Margaret rassembla ses papiers avec une efficacité remarquable. La question est, que vas-tu faire de ta liberté? Victoria sourit, sentant son bébé bouger contre ses côtes comme s'il était impatient de se joindre à la conversation. Je pense que je vais construire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui vous rendra fier, toi et grand-père. Tu l'as déjà fait, répondit Margaret. Tu l'as déjà fait. Amber Delacroix était assise dans son appartement de Beverly Hills, fixant l'écran de son ordinateur portable avec une horreur grandissante. Les résultats de recherche Google pour Victoria Sterling semblaient se multiplier à chaque fois qu'elle actualisait la page. Chaque nouvel article était plus dévastateur que le précédent. Steel Harris revient à Pittsburgh après 7 ans d'éloignement. Victoria Sterling assume un rôle exécutif dans l'empire industriel familial. La fille ou prodigue. Comment une conservatrice de musée est devenue milliardaire du jour au lendemain. Son téléphone n'avait cessé de sonner pendant 2 heures, mais elle avait arrêté de répondre après le troisième appel d'Entertainment Weekly, qui voulait discuter de sa relation avec le mari de Sterling Steel Harris. Les termes de sa situation soudainement transformée devenaient horriblement clairs. Elle s'était positionnée comme l'autre femme dans un scandale impliquant l'une des familles les plus riches d'Amérique. James arriva à 18h30, l'air hagard et paraissant 20 ans de plus que ses 36 ans. Ses cheveux, d'habitude impeccables, étaient ébouriffés, sa cravate défaite. Son expression était celle d'un homme qui avait été frappé à plusieurs reprises par une trêve inattendue. « Tu as l'air épouvantable, » dit Amber en se servant d'un grand verre de vin malgré l'heure matinale. « Je me sens épouvantable. » James s'effondra sur son canapé en cuir blanc, celui-là même où ils avaient célébré l'ignorance de Victoria 3 jours auparavant. « Amber, nous devons parler du fait que ta femme pourrait nous acheter et nous vendre tous les deux sans que cela n'affecte ses flux de trésorerie quotidiens. »« Oui, James, je pense que nous devons parler. » Il leva brusquement les yeux. « Que sais-tu exactement? » « Je sais que Victoria Sterling est la petite-fille de Thomas Sterling,
l'homme qui a fait de Sterling Steel Industries un empire de 8 milliards de dollars. Je sais que sa grand-mère, Margaret, est l'une des femmes les plus puissantes de l'industrie américaine. Je sais que ta femme a vécu comme une femme au foyer de classe moyenne alors qu'elle était assise sur une fortune qui fait passer ton entreprise technologique pour un stand de limonade. James grimaça devant son évaluation sans détour. C'est plus compliqué que ça. Vraiment? Amber posa son verre de vin avec un soin délibéré. Parce que de là où je suis assise, ça semble assez simple. Tu as quitté une milliardaire pour une actrice dont la fortune nette est peut-être de 50 000 dollars. Même moi, je peux faire le calcul. James, Amber, écoutez-moi. Victoria m'a menti sur ses origines pendant tout notre mariage. Elle ne m'a jamais parlé de la fortune de sa famille. Comment aurais-je pu le savoir? Tu lui as demandé quoi? As-tu déjà interrogé Victoria sur la situation financière de sa famille? T'es-tu déjà demandé pourquoi une femme titulaire d'un master d'une université de l'Ivy League se contentait de travailler comme conservatrice de musée pour 40 000 dollars par an? La voix d'Amber montait vers l'hystérie. N'avez-vous jamais trouvé étrange qu'elle ne semble jamais s'inquiéter pour l'argent? Qu'elle ne vous ait jamais demandé de cadeaux coûteux? Qu'elle ne semble jamais impressionnée par votre richesse? James resta silencieux pendant un long moment. Non, je pensais simplement qu'elle était différente, plus authentique que les autres femmes avec qui j'étais sorti. Plus authentique, c'est ça? Amber se mit à faire les 100 pas dans son salon, sa robe en soie flottant autour d'elle comme de l'or liquide. James, as-tu la moindre idée de ce que cela signifie pour ma carrière? Pour ma réputation? Que veux-tu dire? Je veux dire que je suis désormais connue comme la femme qui a brisé le mariage de l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Je suis la croqueuse de diamants qui a volé le mari d'une milliardaire enceinte. Elle rit amèrement. Sais-tu ce que Hollywood fait aux femmes qui sont étiquetées comme briseuses de ménage? Surtout celles qui s'attaquent aux femmes enceintes. James avait l'air sincèrement perplexe. Mais tu es belle, talentueuse, ambitieuse. Cela ne change rien à tout cela. James, tu es un homme adorable et naïf. Cela change tout. Amber cessa de faire les 100 pas et le fixa du regard. Il y a 3 jours, je sortais avec un entrepreneur technologique à succès qui valait 40 millions de dollars. C'était une belle histoire, un récit romantique sur 2 personnes ambitieuses qui construisaient quelque chose ensemble. Maintenant, je suis l'actrice qui a détruit un mariage de conte de fées pour de l'argent qui s'est avéré être de la petite monnaie par rapport à ce que possédait la femme. Les implications de ces paroles semblent frapper James comme un coup de massue. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que continuer cette relation serait un suicide professionnel pour moi et probablement un suicide financier pour toi. Le téléphone d'Amber sonna et elle jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant. C'est mon agent, la 3e fois en 1 heure. Elle répondit à la 4e sonnerie. Richard, je sais ce que tu vas dire. Amber, chérie, nous devons immédiatement limiter les dégâts. Les tabloïds te qualifient de femme qui s'est immiscée entre les membres de la royauté industrielle américaine. Ce n'est pas le genre de publicité qui mène à des rôles principaux, je comprends. Et toi? Parce que j'ai déjà reçu 3 appels de directeurs de casting qui me demandaient si tu étais disponible pour des rôles de femmes secondaires. Des seconds rôles. Amber, la maîtresse numéro 2, la secrétaire qui séduit le patron, la petite amie vengeresse. C'est ce que ce scandale est en train de faire à ton image. Après avoir raccroché, Amber regarda James avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Mon agent veut que je fasse une déclaration pour prendre mes distances avec vous et exprimer mes regrets pour la douleur causée à Victoria et à son enfant à naître. Vous n'êtes pas sérieux. Je suis tout à fait sérieux. James, je suis venu à Los Angeles avec rien d'autre que mon ambition et un billet de bus Greyhound. J'ai passé 7 ans à construire ma carrière, à me créer un réseau, à me positionner pour saisir de plus grandes opportunités. Je ne laisserai pas votre crise de la quarantaine détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. James se leva brusquement, le visage rouge de colère et d'humiliation. Alors c'est tout. Tu m'abandonnes, c'est ça? Je me protège de la même manière que tu t'es protégé quand tu as demandé le divorce à ta femme enceinte. La voix d'Amber était désormais calme, professionnelle. James, tu as calculé que Victoria valait moins que ta liberté. Je calcule que tu vaux moins que ma carrière. Mais je t'aime. J'ai sacrifié mon mariage pour toi. Tu as sacrifié ton mariage pour l'idée que tu te faisais de moi, pour une femme plus jeune qui te donnait le sentiment d'être puissant et désiré. Amber se dirigea vers son bar et se servit d'un autre verre de vin. Ses mouvements étaient gracieux malgré son agitation émotionnelle. Mais je ne t'ai jamais aimé, James.
J'aimais ce que tu représentais à mes yeux. Le succès, la sécurité, l'accès à un monde auquel je ne pouvais pas accéder seul. Ces mots restaient en suspendus entre eux comme une condamnation à mort. Tu ne m'as jamais aimé. J'aimais le style de vie. J'aimais les restaurants chers, les voyages en jet privé et les bijoux. J'aimais avoir l'impression de sortir avec quelqu'un d'important. L'honnêteté d'Amber était brutale dans sa précision. Mais t'aimais, toi, l'homme qui pouvait abandonner sa femme enceinte pour une femme plus jeune? Non, James. Je n'ai jamais aimé cet homme. Jamais s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Alors, j'ai tout perdu. Mon mariage, mon entreprise. Et maintenant, toi. Tu n'as pas encore perdu ton entreprise. La famille de Victoria t'a fait une offre de rachat généreuse. Comment tu es au courant? Parce que j'ai appelé Victoria cet après-midi. James leva brusquement les yeux. Quoi? J'ai appelé ta femme et lui ai demandé de me rencontrer. Nous avons pris un café à l'hôtel Beverly Hills. Le sourire d'Amber était vif et calculateur. Une femme charmante d'ailleurs. Beaucoup plus qu'est-ce que je ne l'imaginais. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit la vérité. Que je t'avais séduit parce que je pensais que tu étais riche et puissant. Et que j'étais profondément désolé pour la douleur que j'avais causée à elle et à son enfant à naître. Amber finit son verre de vin d'un trait. Et puis Victoria Sterling m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Quel genre d'offre? Le genre qui change tout. Et James, le genre qui me fait réaliser à quel point nous avons tous deux été insignifiants. Avant que James n'ait pu répondre, la sonnette de Amber retentit. Elle consulta son téléphone et sourit avec une chaleur sincère pour la première fois depuis des jours. C'est ma voiture qui vient de me chercher pour m'emmener à l'aéroport. J'ai une réunion à Pittsburgh demain matin. Pittsburgh? Qu'y a-t-il à Pittsburgh? Mon avenir, répondit Amber en rassemblant ses affaires. Victoria m'a offert quelque chose que tu n'aurais jamais pu m'offrir, James. Elle m'a offert la chance de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. James regarda en silence, stupéfait. La femme pour laquelle il avait sacrifié son mariage se dirigeait vers la porte. Amber, attends, on peut trouver une solution. On peut trouver un moyen de... Non, on ne peut pas. Elle s'arrêta à la porte et se retourna vers lui avec un regard qui pouvait être de la compassion. James, tu es sur le point d'apprendre quelque chose d'important sur le pouvoir. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir 40 millions de dollars. Le vrai pouvoir, c'est d'avoir 8 milliards de dollars et la sagesse de les utiliser de manière stratégique. Que t'as offert, Victoria? Le sourire d'Amber rayonnait de possibilités. Elle m'a offert un rôle de premier plan dans la nouvelle division média de Sterling Steel. Une chance de produire et de développer du contenu qui compte vraiment, avec un financement illimité et un contrôle créatif total. Elle ouvrit la porte. L'air frais du soir s'engouffrait dans l'appartement. Elle m'a offert tout ce que j'ai toujours voulu, James. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de t'abandonner. Après le départ d'Amber, James s'est assis seul dans son appartement, entouré du mobilier élégant et des œuvres d'art coûteuses qui semblaient autrefois symboliser leur succès commun. À présent, il ressemblait à des accessoires dans une pièce de théâtre qui s'était mal terminée pour tout le monde, sauf pour la femme qu'il avait sous-estimée. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Victoria. L'offre est valable jusqu'à vendredi, James. Après cela, nous passerons à l'approche alternative. Fais le bon choix. James regarda autour de lui l'appartement vide, la vie qu'il pensait vouloir, l'avenir qui se dissolvait comme du sucre sous la pluie. En 3 jours, il avait perdu sa femme, son enfant à naître, l'indépendance de son entreprise et la femme pour laquelle il avait tout sacrifié. Victoria Sterling avait raison sur un point. Les actions avaient des conséquences. Il découvrait enfin à quoi ressemblaient ces conséquences. La salle de conférence de Mitchell Stevens Associates semblait étouffante comparée à la salle du conseil d'administration de Sterling Steel, mais c'était un terrain neutre pour ce que l'avocat de James Morrison espérait être les négociations finales. James s'assit en face de Victoria, remarquant à quel point elle semblait différente de la femme incertaine à qui il avait remis les papiers du divorce une semaine auparavant. Victoria portait un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Ses cheveux auburn étaient tirés en arrière en un élégant chignon brillant qui soulignait sa mâchoire forte et ses yeux verts intelligents. Enceinte de 8 mois, elle parvenait encore à dégager une aura de puissance contenue qui incitait inconsciemment tous les occupants de la pièce à se redresser. David Harrison était assis à sa droite, entouré de documents juridiques et arborant l'expression satisfaite d'un joueur d'échecs
qui avait vu venir l'échec et mat 20 coups plus tôt. L'avocat de James Mitchell semblait profondément regretter d'avoir accepté cette affaire. Monsieur Morrison, commença David, a eu suffisamment de temps pour examiner notre offre d'acquisition. Nous sommes ici pour finaliser les conditions et signer les documents nécessaires. James s'éclaircit de la gorge. En fait, j'ai décidé de rejeter votre offre. Le silence qui suivit fut profond. L'expression de Victoria ne changea pas, mais quelque chose se produisit dans l'atmosphère de la pièce, comme le moment qui précède un orage. « Je vois, dit-elle doucement. Puis-je vous demander pourquoi? Parce que Morrison Innovation est l'œuvre de ma vie. 15 années à travailler 18 heures par jour, à tout sacrifier pour une vision à laquelle personne d'autre ne croyait. La voix de James se fit plus forte à mesure qu'il parlait. Je ne vais pas simplement le céder à des gens qui veulent l'absorber dans leur empire. Mitchell semblait nerveux. James, nous devrions peut-être en discuter. Non, James leva la main. J'y ai mûrement réfléchi. Je suis prêt à aller devant les tribunaux pour défendre mon entreprise, même si cela signifie des années de procédure. Victoria échangea un regard avec David Harrison, et James perçut quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié dans son expression. James, dit-elle doucement, j'espérais que nous pourrions régler cela à l'amiable, pour le bien de notre enfant. Mais si vous insistez pour vous battre, nous vous donnerons satisfaction. Que voulez-vous dire? David ouvrit un épais dossier et étala des documents sur la table. Monsieur Morrison, nous avons réalisé un audit complet des pratiques financières de Morrison Innovations. Les résultats sont très intéressants. James sentit son estomac se nouer. Quel genre d'audit? Le genre qui révèle un détournement systématique de fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Le genre qui documente des déclarations de frais frauduleuses et une évasion fiscale potentielle. La voix de David était clinique, professionnelle, du genre qui aboutit généralement à des enquêtes fédérales et à des poursuites pénales. Mitchell se pencha en avant avec insistance. « Attendez une minute. Nous avons des reçus d'hôtel pour des week-ends avec Mademoiselle Delcroix facturés et Morrison Innovation au titre du développement commercial. Nous avons des achats de bijoux d'une valeur totale de 60 000 $ répertoriés comme cadeaux à des clients, bien qu'il n'y ait aucune trace de ces clients dans nos registres. Nous avons l'utilisation d'un jet privé pour des vacances personnelles, comptabilisé comme un déplacement professionnel. » David poursuivit méthodiquement. « Dois-je continuer? » James sentit le sang se retirer de son visage. Il s'agissait de dépenses professionnelles légitimes. Vraiment, pouvez-vous fournir des documents montrant en quoi votre week-end romantique à Cabo Del Lucas avec Mlle Delacroix a profité à Morrison Innovations? Pouvez-vous expliquer pourquoi les cadeaux coûteux sous forme de bijoux n'ont jamais été remis à de véritables clients? La pièce est devenue silencieuse à l'exception du bruit de la respiration de plus en plus rapide de James. « Mais ce n'est pas tout, » a dit Victoria doucement. « James, nous savons également que vous avez falsifié les rapports de revenus, que vous avez soumis à des investisseurs potentiels, que vous avez gonflé les chiffres d'utilisateurs que vous avez fournis à des sociétés de capital risque et que vous avez prétendu avoir obtenu des contrats qui n'existent pas réellement. » Le monde de James a commencé à tourner. « Comment pouvez-vous savoir tout cela? Parce que nous surveillons votre entreprise depuis 2 ans. Vous vous souvenez? Nous savons tout, James. Chaque mensonge, chaque tromperie, chaque raccourci que vous avez pris pour faire paraître Morrison Innovations plus prospère qu'elle ne l'est en réalité. » Mitchell griffonnait frénétiquement des notes, le front couvert de sueur. « James, nous devons discuter d'un accord de plaidoyer. Et ce n'est pas tout, » poursuivit David sans remords. « Nous avons découvert que vous avez utilisé le numéro de sécurité sociale de Victoria pour demander une ligne de crédit professionnelle à son insu. C'est un vol d'identité, Monsieur Morrison. Un crime fédéral. » James sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Victoria, s'il te plaît, on peut s'arranger. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais ce ne sont que des erreurs. » Pour la première fois, le sang-froid de Victoria se brisa, révélant la douleur et la fureur qui se cachaient derrière. « James, tu n'as pas fait d'erreur. Tu as pris des décisions calculées pour escroquer des investisseurs, frauder le fisc et voler ta propre entreprise. Tout cela pendant que tu me remettais les papiers du divorce et que tu prévoyais d'épouser ta maîtresse. Je n'ai jamais voulu tout cela. Si tu l'as voulu. » La voix de Victoria était d'acier enveloppé de soie. « Tu as voulu tout cela, James. Tu as voulu te débarrasser de moi quand je suis devenue gênante.
Tu as voulu utiliser les fonds de l'entreprise pour financer ta liaison. Tu avais l'intention de mentir aux investisseurs, aux créanciers et à tous ceux qui se dressaient entre toi et ce que tu voulais. James regarda autour de lui dans la salle de conférence les visages qui le fixaient avec plus ou moins de mépris et de déception professionnelle. Il pensa à Amber, qui s'envolait pour Pittsburgh pour commencer sa nouvelle vie financée par l'argent de Sterling Steel. Il pensa aux journalistes qui avaient appelé pour obtenir des déclarations sur sa relation avec la royauté industrielle américaine. Il pensa aux enquêtes fédérales que David Harrison venait de mentionner en passant. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il doucement. « Nous voulons que vous acceptiez la réalité », répondit Victoria. « Cédiez vos parts dans Morrison Innovations. Acceptez notre offre de rachat. Repartez avec suffisamment d'argent pour recommencer ailleurs, de préférence loin d'ici. Et si je ne le fais pas, David Harrison sourit avec une satisfaction prédatrice. Alors nous transmettrons nos preuves au FBI, à l'IRS et à la Securities and Exchange Commission. Vous passerez les 10 prochaines années à vous défendre contre des accusations criminelles, tandis que vos avoirs seront gelés et votre réputation détruite. À vous de choisir, Monsieur Morrison. James sentit quelque chose s'effondrer en lui. La capitulation finale d'un homme qui avait surestimé ses forces face à des adversaires qu'il n'avait jamais compris. Combien de temps ai-je pour me décider? Victoria jeta un coup d'œil à sa montre, une simple Cartier qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. J'ai perdu les os il y a 20 minutes, James. Mes contractions sont espacées d'environ 5 minutes. Vous avez donc exactement le temps qu'il faut à mon chauffeur pour m'emmener à l'hôpital presbytérien. La pièce s'est mise en effervescence. Mitchell s'est levé d'un bond, éparpillant des papiers. David a commencé à rassembler efficacement les documents. Victoria est restée assise, contrôlant sa respiration, mais visiblement en difficulté. « Vous êtes en travail ?» a demandé James bêtement. « Maintenant, Osamamenan, ce qui signifie que notre fils est sur le point de naître dans le monde que son père va créer dans les prochaines minutes. » Victoria accepta l'aide de David pour se lever. Ses mouvements étaient prudents mais déterminés. « Fais le bon choix, James. C'est la dernière décision que tu prendras qui nous concernera tous les deux. » James fixa la femme qu'il avait épousée 5 ans auparavant. La femme qu'il croyait connaître parfaitement. La femme qui était sur le point de donner naissance à son enfant tout en démantelant sa vie avec une précision chirurgicale. « Victoria, je vais signer les papiers, James. » Sa voix était douce à présent, presque aimable. « Signe-les et pars, recommence à zéro ailleurs. Sois l'homme dont notre fils pourra être fier, même si tu n'as pas su être le mari que je méritais. » Une nouvelle contraction frappa et Victoria agrippa le bras de David, sa respiration devenant superficielle et concentrée. Quand elle passa, elle regarda James avec quelque chose qui ressemblait à du pardon. « Je t'ai aimé, dit-elle simplement. Je t'ai aimé assez pour renoncer à tout ce pourquoi j'étais né. Je t'ai aimé suffisamment pour me cacher de ma propre famille pendant 7 ans. Je t'ai aimé suffisamment pour croire que notre mariage valait plus que l'argent, le pouvoir ou la position sociale. Victoria, mais tu ne m'as pas aimé suffisamment pour me rester fidèle. Tu ne m'as pas aimé suffisamment pour honorer tes promesses. Tu ne m'as pas aimé suffisamment pour me traiter avec la décence humaine élémentaire lorsque tu as décidé que notre mariage était terminé. » Elle se redressa, sa voix devenant plus forte malgré la douleur évidente. « Tu dois maintenant vivre avec les conséquences de ce choix. » James prit le stylo que Mitchell lui tendait, la main tremblante. Les documents d'acquisition étaient étalés sur la table, représentant 15 ans de sa vie et tous ses rêves de construire quelque chose de durable. « Si je signe cela, que m'arrivera-t-il? Tu deviendras un homme riche, sans casier judiciaire, avec une chance de recommencer à zéro, » répondit David. « Si vous ne signez pas, vous deviendrez un accusé fédéral, avec des avoirs gelés et un avenir très incertain. » James pensa aux enquêtes fédérales, aux peines de prison et à la ruine financière, a essayé d'expliquer à son fils à naître pourquoi papa était en prison. Il pensa à Amber à Pittsburgh, probablement déjà en réunion avec les dirigeants de la division média de Victoria, déjà en train de passer à des opportunités plus importantes et meilleures. Il signa de la main tremblante. Victoria sourit, l'expression transformant complètement son visage. « Merci, James. Vraiment, vous venez de prendre la meilleure décision que vous ayez prise depuis des mois. Est-ce que je pourrais le voir, notre fils? »
Bien sûr. Vous êtes son père et malgré tout, je veux qu'il vous connaisse. Le sourire de Victoria s'est légèrement estompé. Mais James, vous le connaîtrez comme le fils de Victoria Sterling, héritier de la fortune Sterling Steel, et non comme le fils de la femme que vous pensiez avoir épousée. Alors que David aidait Victoria à se diriger vers la porte, elle s'est arrêtée et a regardé James une dernière fois. Oh, et James, quand vous parlerez un jour de cette histoire, de la façon dont votre mariage a pris fin, n'oubliez pas de leur dire toute la vérité. Dis-leur que tu as divorcé d'une milliardaire parce que tu pensais qu'elle ne valait pas ton temps. La porte se referma derrière eux avec un léger clic, laissant James seul avec Mitchell, réalisant avec désespoir qu'il venait de renoncer à tout ce qu'il avait construit pour une femme qui ne l'avait jamais aimé, tout en perdant une femme qui l'aimait suffisamment pour cacher sa véritable identité pendant 5 ans. Dehors, derrière les fenêtres de la salle de conférence, Los Angeles scintillait sous le soleil de l'après-midi. Ville des rêves, des secondes chances et du renouveau. James Morrison était arrivé dans cette ville il y a 15 ans, avec pour seul bagage son ambition et un business plan griffonné sur une serviette en papier. Il la quittait aujourd'hui avec un chèque certifié de 38 millions de dollars et la certitude d'avoir détruit la chose la plus extraordinaire qui lui soit jamais arrivée. Certaines leçons, pensait-il, coûtaient plus cher que d'autres, et certaines erreurs ne pouvaient être effacées, quelle que soit la somme d'argent dont on disposait. Thomas James Sterling vint au monde à 23h47, un jeudi de septembre, pesant 3,2 kg, avec les yeux verts de sa mère et le menton déterminé de son père. Il annonça son arrivée par un cri vigoureux qui sembla résonner dans l'aile privée de l'hôpital presbytérien, comme s'il proclamait sa place dans le monde dès son premier souffle. Victoria tint son fils dans ses bras pendant les heures calmes qui précédèrent l'aube, s'émerveillant devant ses doigts parfaits et la façon dont il semblait étudier son visage avec une sagesse ancestrale. Margaret Sterling était assise sur la chaise à côté du lit, son expression habituellement posée adoucie par l'émerveillement devant son premier arrière-petit-enfant. « Il est magnifique, Victoria, » dit Margaret doucement. « Absolument parfait. » « Il ressemble à son grand-père, » murmura Victoria en caressant les petits traits de son fils. La même mâchoire forte, la même expression obstinée, le même esprit combatif, je suppose. Margaret se pencha pour caresser les cheveux duveteux du bébé. Thomas James Sterling, ton grand-père aurait été si fier. Rebecca Hayes somnolait dans le fauteuil du coin, ayant refusé de partir malgré nos restrictions de visite. Elle avait été la coach de Victoria pendant l'accouchement, lui tenant la main pendant les contractions et l'encourageant tout au long de la longue nuit. Même endormie, elle arborait un sourire satisfait qui témoignait des batailles gagnées et de la justice rendue. Un léger coup à la porte interrompit ce moment paisible. David Harrison entra, portant du café et arborant l'air froissé d'un homme qui avait passé la nuit à régler des détails juridiques. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il doucement. « Triomphante » répondit Victoria en souriant à son fils. « Comment James a-t-il pris les derniers documents ?»« Mieux que prévu. Il a tout signé sans discuter, y compris l'accord de garde et les clauses de confidentialité. » David s'installa dans un autre fauteuil, la voix soigneusement neutre. Il demanda s'il pouvait venir voir son fils aujourd'hui. Victoria resta silencieuse un instant, réfléchissant. « Qu'en penses-tu, grand-mère » L'expression de Margaret était indéchiffrable. « Je pense que cette décision t'appartient, ma chérie. Tu as gagné le droit de fixer les limites qui te semblent t'approprier. » « Oui, dit finalement Victoria, il peut venir. Il est le père de Thomas, quoi qu'il se soit passé entre nous. Mais David, oui, assure-toi qu'il comprenne bien les conditions. Il rend visite au fils de Victoria Sterling, héritière de Sterling Steel Industries, et non au fils de la femme qu'il pensait avoir épousée. » David acquiesça. Je le lui expliquerai très clairement. Plus tard dans la matinée, alors que Victoria allaitait son fils et contemplait la silhouette de Pittsburgh depuis la fenêtre de sa chambre d'hôpital, elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. La ville où sa famille avait bâti sa fortune s'étendait sous ses yeux, témoignage de 5 générations de détermination et de vision sans faille. James arriva à midi, un bouquet de fleurs à la main et l'air d'un homme marchant vers son exécution. Il avait perdu du poids au cours de la semaine écoulée, et ses vêtements coûteux ne parvenaient pas à masquer l'épuisement dans son regard. « Victoria, dit-il doucement depuis le seuil de la porte, merci de m'avoir laissé venir. Bien sûr, viens rencontrer ton fils. »
James s'approcha prudemment du lit, comme s'il craignait que sa présence ne vienne en quelque sorte contaminer la scène. Lorsque Victoria plaça Thomas dans ses bras, James perdit complètement son sang-froid. « Il est incroyable, murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage. « Absolument incroyable. Il s'appelle Thomas James Sterling, dit Victoria doucement, en l'honneur de mon grand-père et de toi. » James leva brusquement les yeux. « Tu lui as donné mon prénom. Je lui ai donné une partie de ton prénom, parce que malgré tout ce qui s'est passé entre nous, tu es son père et je veux qu'il le sache. » Pendant plusieurs minutes, James tint son fils en silence, mémorisant chaque détail de son petit visage. Lorsque Thomas ouvrit les yeux, James retint son souffle. « Il a tes yeux et ton menton obstiné. » La voix de Victoria était douce mais ferme. « James, je veux que tu saches que Thomas saura toujours qui est son père. Tu auras des droits de visite raisonnables. Tu pourras donner ton avis sur les décisions importantes concernant son éducation et tu auras la possibilité de construire une relation avec lui. Même après tout ce que j'ai fait, surtout après tout ce que tu as fait, je veux que notre fils apprenne de nos choix à tous les deux, James, les bons et les mauvais. » James rendit Thomas à Victoria avec précaution, à contre-cœur. « Je dois te dire quelque chose. »« Quoi? »« Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que j'ai gâché quelque chose d'extraordinaire parce que j'étais trop aveugle et égoïste pour voir ce que j'avais. » La voix de James était à peine plus qu'un murmure. « Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Profondément, sincèrement désolé pour tout le mal que je t'ai causé. » Victoria scruta son visage, y voyant pour la première fois un remords sincère. « Je sais que tu es sincère, James, et je te pardonne. Comment peux-tu me pardonner? Comment peux-tu être si généreuse alors que j'ai été si cruelle? Parce que garder ma colère ne ferait que blesser notre fils, et il mérite mieux de notre part à tous les deux. » Victoria ajusta Thomas dans ses bras, ses gestes instinctivement protecteurs. « De plus, tu m'as donné quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. »« Quoi? Tu m'as rendu ma vie, ma vraie vie, ma famille, ma raison d'être. » Victoria sourit, le visage rayonnant d'une nouvelle compréhension. « Si tu ne m'avais pas remis ces papiers de divorce, je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage de revenir à qui je suis vraiment. » James resta silencieux pendant un long moment. « Que vas-tu faire maintenant? »« Je vais élever notre fils. Je vais apprendre à diriger Sterling Steel Industries auprès de la femme d'affaires la plus redoutable d'Amérique. Et je vais construire quelque chose d'extraordinaire pour la prochaine génération. » Et personnellement, Victoria jeta un coup d'œil vers la porte où David Harrison attendait patiemment dans le couloir. « Je pense que j'ai quelques possibilités intéressantes à explorer. » James suivit son regard et acquiesça lentement. « C'est un homme bien. Il est amoureux de toi depuis des années, n'est-ce que pas? David est mon ami et mon protecteur depuis très longtemps. Ce qui se passera entre nous reste à voir. » Une infirmière entra pour voir comment allaient Victoria et le bébé, et James en profita pour partir. À la porte, il se retourna une dernière fois. « Victoria, quand Thomas sera assez grand pour poser des questions sur le mariage de ses parents, que lui répondras-tu? » Victoria réfléchit attentivement à la question. « Je lui dirai que ses parents s'aiment beaucoup. Mais parfois, l'amour ne suffit pas quand les gens veulent des choses fondamentalement différentes dans la vie. Je lui dirai que son père est un homme brillant et ambitieux qui a construit quelque chose d'impressionnant à partir de rien. Et je lui dirai que sa mère a appris à être assez forte pour choisir ce qui était le mieux pour eux deux. Tu ne lui parleras pas de mes erreurs. Thomas apprendra les conséquences et les choix en observant comment nous vivons tous les deux notre vie à l'avenir. Les actions parlent plus fort que les histoires. » James. Après le départ de James, David est entré dans la pièce avec un petit coffret en velours. « Victoria, j'ai quelque chose à te demander. David, nous avons finalisé mon divorce hier. Tu ne trouves pas que c'est un peu soudain? J'attends depuis 15 ans pour te poser cette question. » Il a répondu avec un sourire. « Depuis que tu avais 14 ans et que tu t'es disputé avec moi au sujet du droit des contrats pendant un dîner en famille. » Victoria rit d'un rire clair et cristallin. « J'étais une enfant précoce. Tu étais une enfant remarquable qui est devenue une femme extraordinaire. » David ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant simple mais parfaite. « Victoria Catherine Sterling, veux-tu m'épouser? » Tu demandes à Victoria Sterling, l'actrice, ou à Victoria Sterling? La femme? Je demande à Victoria Sterling, la personne que j'aime depuis qu'elle est adolescente,
qu'elle débattait des précédents juridiques avec des avocats 3 fois plus âgés qu'elle. Je demande la femme qui a eu le courage de renoncer à tout ce pourquoi elle était née, et la sagesse de revenir à la maison au moment où cela comptait le plus. Victoria regarda son fils, qui dormait paisiblement dans ses bras, puis l'homme qui avait soutenu sa famille à travers toutes les crises et tous les triomphes. Oui, David, je veux t'épouser. Alors que David glissait la bague à son doigt, Victoria sentit les dernières pièces de sa nouvelle vie se mettre en place. Elle était chez elle, vraiment chez elle, pour la première fois depuis 7 ans. Elle avait un fils à élever, un héritage à assumer et un avenir à construire avec un homme qui l'aimait bien avant de connaître sa fortune. 6 mois plus tard, Victoria se tenait dans la salle de réunion de Sterling Steel, s'adressant au cadre supérieur de l'entreprise au sujet des plans d'expansion de leur division des énergies renouvelables. Thomas dormait dans un berceau à côté de sa chaise, émettant de temps à autre de petits sons qui faisaient sourire les cadres supérieurs endurcis avec une tendresse inattendue. À travers les baies vitrées, elle pouvait voir la silhouette de Pittsburgh. La ville avait changé à jamais, mais elle restait fondamentalement celle qui avait forgé l'industrie américaine. Bientôt, elle épouserait David dans la même cathédrale où 5 générations de Sterling s'étaient mariées. Elle élèverait son fils pour qu'il comprenne à la fois les privilèges et les responsabilités, afin qu'il sache qu'une grande richesse s'accompagne de grandes obligations. James avait créé une société de conseil à Seattle, utilisant l'argent de son rachat pour financer des initiatives technologiques durables. Il rendait visite à Thomas 1 fois par mois, et leur relation avait évolué vers quelque chose qui s'apparentait à de l'amitié. La société de production d'Amber, financée par la division média de Sterling Steel, venait de remporter 3 nominations aux Emmy Awards pour un documentaire sur les femmes dans l'industrie manufacturière. Tout le monde semblait avoir trouvé sa place dans le monde. Ce soir-là, alors que Victoria bordait Thomas dans son berceau dans la nurserie du manoir, elle repensa au chemin qui les avait tous menés à ce moment. Elle avait commencé comme une femme essayant d'échapper à son destin, se cachant de sa propre identité à la recherche d'un amour ordinaire. Elle avait fini par être elle-même, enfin et complètement elle-même, avec un amour qui était tout sauf ordinaire. Fais de beaux rêves, mon petit, murmura-t-elle à son fils. Un jour, tu changeras le monde, je le sens. Dehors, les lumières de Pittsburgh scintillaient comme des étoiles. Et quelque part au loin, les hauts fourneaux qui avaient bâti la fortune des Sterling continuaient leur travail ancestral, transformant les matières premières en quelque chose de plus solide, de plus durable, de plus extraordinaire. Victoria Sterling était enfin rentrée chez elle, et elle ne faisait que commencer. Si cette histoire de justice ultime vous a fait vibrer, cliquez sur j'aime et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la transformation de Victoria. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car croyez-moi, vous ne voulez pas manquer notre prochaine histoire sur le karma qui boucle la boucle. Partagez ceci avec tous ceux qui pensent que sous-estimer les personnes discrètes est toujours une erreur.